Allez, deuxième partie de cette émission Tech & Co Business avec nos invités. Benoît Ragnini, président de TNP. Bonjour Benoît, merci d'être avec le micro. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour Frédéric. Et avec nous également, quelqu'un que vous connaissez bien aussi sur BFM, André Le Scruc-Pietri. Bonjour André. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, président et directeur scientifique du JEDI, c'est la Joint European Disruptive Initiative, la DARPA européenne, voilà, si vous suivez l'actualité des technologies. TNP, on rappelle, une centaine de consultants, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis le secteur de la défense, c'est combien? C'est 5-8% du chiffre d'affaires? Aujourd'hui, d'abord, nous sommes 1000 consultants. 1000 consultants, pour 130 millions, ouais. pour 130 1000 millions de chiffre consultants, d'affaires. pardon, ouais. Le secteur de la défense est un secteur en grande croissance, vu la conjoncture et le contexte macroéconomique et macropolitique. Et aujourd'hui, on fait 5% et on est en train de passer à 10% de nos revenus. Alors justement, Bruno, pour comprendre un peu les défis qui se passent ici, on parle de spatial, d'avion, évidemment, d'aéronautique, mais aussi beaucoup de défense. Le contexte géopolitique oblige. Comment on peut créer vraiment cette Europe de la défense? Je pense que l'Europe de la défense va commencer déjà par un courage et des décisions politiques. On l'a vu sous la pression de la guerre en Ukraine et de la politique de Parce Trump. qu'elle n'existe pas aujourd'hui? Si, elle existe, mais là, il faut l'accélérer. Surtout, il faut l'incarner. On a eu récemment quand même les chiffres qui ont montré que le budget européen de la défense, qui dans les faits, quand on regarde globalement, c'est 600 milliards. 600 milliards par an, c'est un peu moins que les États-Unis qui sont à 900 milliards, mais c'est 2 fois la Chine qui a 300 milliards. Ouais. Sauf que ce budget-là est complètement fragmenté et en plus il est dépensé en particulier en achetant des armes américaines. armes américaines. Donc il faut qu'on arrive à avoir le bon pourcentage de budget, ça c'est en cours, puisque tout le monde est en train de passer de 2% à 3%, puis on va tangenter assez rapidement les 5%. Donc ça c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, il faut arrêter de fragmenter. Et donc, il faut avoir une politique d'achat et une stratégie de programme qui est européenne. Il y en a. On a parlé du SCAF, on a parlé du futur char. SCAF, c'est donc l'avion du futur. Mais ça, maintenant, il faut passer à l'échelle. Ouais. Et le sous-jacent de ça, c'est aussi d'avoir, à un moment donné, un parapluie européen, une dissuasion européenne et un bout d'armée européenne. Moi, je ne crois pas qu'on aura demain, tous les pays vont garder un bout de leur armée, mais il va falloir qu'on ait un bataillon commun ou plusieurs bataillons communs qui permettent de réellement intervenir sur des champs d'opération en Europe et à l'extérieur de l'Europe sous la bannière européenne. André, sur cette Europe de la défense. Oui, alors pour prendre quelque chose d'un petit peu complémentaire à ce qui vient d'être dit, déjà, je pense qu'il faut arrêter de se faire des illusions. Aujourd'hui, l'Europe est inexistante en termes de puissance militaire. Alors, il y a la France qui est la grande puissance militaire. Oui, il y a un peu les Britanniques, mais qui même sur le nucléaire dépendent quand même encore de leurs grands cousins américains. Donc déjà, il faut arrêter, parce que le pire de tout, ça serait de se dire qu'on a déjà ces 600 milliards, comme Benoît le dit. Alors, je crois qu'on est plutôt même à 500 milliards si on inclut le Royaume-Uni. Mais ces 500 milliards, donc la moitié des États-Unis, qui sont aujourd'hui à 1 trillion en cette année avec Trump, n'ont que 10%. On a 50% du budget, mais on n'a que 10% des capacités. Si on voit les capacités de projection, les capacités de... Donc en fait, on se rend compte que cette fragmentation, elle aboutit à une inefficacité totale du système. La deuxième chose, c'est qu'avant de parler de budget, ce qui est quand même souvent l'excuse européenne. Dès qu'on a un problème en Europe, on crée un fonds d'investissement. Je rappelle, pendant le Covid, le fonds qu'on a créé, on l'a dépensé qu'à moitié. Il faut déjà réduire la complexité. Et la complexité, c'est essentiellement celle de nos achats. Aujourd'hui, tout, du plus petit élément au plus grand système, passe à peu près par le même système. Il faut différencier, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a les grands systèmes, mais on a de plus en plus aujourd'hui besoin de vitesse. Aujourd'hui, c'est moins les budgets qui comptent, c'est la vitesse. C'est le titre que j'avais mis, c'est comment accélérer les cycles industriels. C'est ça. Je dirais la troisième chose, c'est un sens de la mission. Aujourd'hui, on a une brigade franco-allemande. Je suis franco-allemand moi-même, force est de reconnaître qu'aujourd'hui cette brigade, alors avec tout le respect que j'ai pour les militaires qui y servent, aujourd'hui ne sert à rien et elle est assez peu engagée, puisque aujourd'hui on n'a pas les missions communes. C'est-à-dire qu'avant de définir, on va dire, des produits communs, je vois la 400M, on pourrait parler du NH90, ce sont des avions ou des hélicoptères qui ont le même nom, mais qui ont un tel nombre de versions différentes parce qu'elles sont toujours adaptées aux petites conditions de chaque armée. Il faut d'abord se poser la question, c'est quoi les menaces communes? Qu'est-ce qu'on veut faire en commun? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire en commun? Et dernière chose, ça c'est mon sujet, c'est il faut absolument qu'on accélère sur l'aspect technologique. On voit bien qu'aujourd'hui, les systèmes d'hier sont de moins en moins utiles. On le voit en Iran, on le voit en Ukraine et on le
verra, j'espère pas, mais probablement également dans le détroit de Taïwan. À travers le numérique, l'intelligence artificielle, la cyber, enfin tous ces sujets. À Benoît. Juste par rapport à ce que vient de dire André, c'est effectivement, il y a des décisions politiques. Après, il y a un vrai chantier industriel. Aujourd'hui, quand on regarde la filière défense européenne, on a un vrai sujet de schéma industriel et de passage à l'échelle. Et la raison, elle est plutôt simple. On a des grands industriels qu'on appelle des OIM, mais derrière, en termes d'équipementiers de rang et équipementiers de rang 2, par exemple en France, on a 4000 équipementiers de rang 2 dans la filière de la défense. Ces équipementiers de rang 2, ils font 5 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Donc quand on leur dit, tiens, demain tu doubles les cadences ou mets des stocks en avance, ils peuvent pas, ouais. C'est incapable. Donc en fait, il faut qu'on repense complètement la filière industrielle, comme l'a fait l'automobile il y a 50 ans. Et ça passe par à la fois de la productivité, travailler sur les temps de cycle et les cycles entre le développement et la production. Il faut aussi qu'on arrête de vouloir courir des 100 mètres avec des boulets. Aujourd'hui, quand je regarde, nous on travaille pour des grands de la défense, des missiliers ou des gens qui font des systèmes d'armes. Passer en Europe une pièce d'un pays à l'autre, ça nécessite des paperasseries administratives. Ouais. Quand on veut piloter une supply chain en la rendant scalable et en la rendant vraiment efficace et just in time, c'est impossible. Donc en fait, il faut repenser complètement le tissu industriel et le schéma industriel. Et ça passera aussi, je crois, par l'accélération de champions européens, parce qu'aujourd'hui, on a quelques champions européens avec Airbus, avec MBDA, mais il va falloir aller plus loin là-dedans. Ça veut dire aussi valoriser tout ce que nos brevets de protection de propriété intellectuelle. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que parfois on est un peu en deçà des Chinois qui ont des. Et les Américains. Les Américains. La défense américaine est une source de valorisation d'IP, d'intellectual property, d'innovation extraordinaire, qui sert l'industrie américaine. Nous, il faut qu'on apprenne dans le monde de la défense à valoriser ces IP auprès de l'industrie traditionnelle. Et ça, on a beaucoup à apprendre des Américains. Mais qui peut donner cette impulsion, justement, André ? Alors évidemment, dans le domaine de la défense, on est dans un domaine régalien où l'État a tout son rôle à jouer, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de penser que tout va venir de l'État. Je crois qu'il y a une vraie démarche à faire de la part des entrepreneurs, de la part des industriels. Ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Je veux même aller plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, on a une opportunité. L'Ukraine nous montre que les Ukrainiens sont passés de 100 000 drones par an en 2023 à 1 million. Alors certes, c'est aujourd'hui des drones pas très compliqués à produire, ce qu'on appelle les FPV. Ils vont peut-être monter à 5 millions cette année. Mais en fait, ils montrent qu'aujourd'hui, l'industrie du futur, c'est pas une industrie qui fait plus 5, plus 10% par an, les fameuses montées en cadence, mais c'est une industrie qui est peut-être moins spécialisée, la ligne de production, comme ce qu'on est habitué à faire depuis quasiment le Fordisme, depuis 80 ans. Mais on doit avoir des lignes de production beaucoup plus adaptées à des produits qui changent très vite. Et deuxième chose, c'est des lignes de production qui peuvent faire x2, x5. C'est un peu pour ça qu'on voit ces alliances avec Renault, par exemple, pour construire Exactement, des drones. parce qu'il faut, je veux parler de l'aspect illusion au début, aujourd'hui, on est dans un monde de haute couture et la plupart de nos industriels, avec tout le talent qu'ils ont, les ingénieurs qu'ils sont, ils savent faire de la haute couture, ils ne savent pas faire de la masse. Et je rappelle quand même quelque chose, que quand en 1942, les Américains étaient rentrés en guerre, ce ne sont pas ces fameux OEM, c'est les primes comme on appelle, qui sont devenus les principaux producteurs d'avions de chasse, de chars. C'était Ford, c'était General Motors. Donc ça veut dire qu'il faut aussi laisser beaucoup plus la concurrence. Aujourd'hui, on a quand même un secteur de la défense qui est quand même assez verrouillé par les acteurs existants. On le voit, il faut les garder. C'est toujours les mêmes. Ils sont là. Il faut les soutenir, mais il faut absolument enlever toutes les barrières à la fois aux nouveaux entrants qui vont apporter des solutions beaucoup plus radicales parce qu'ils n'ont rien à perdre. Aujourd'hui, les existants, ils ont tout à perdre quand il y a une évolution technologique. Et comme ces évolutions technologiques vont de plus en plus vite, le secteur des drones est pour moi caractéristique. Pour moi, je crois que les drones ne viendront pas des gens qui savent faire des ailes volantes, mais ils viendront des gens plutôt qui viennent du package électromagnétique, du stockage, puisque la durée de vol est absolument clé, de ceux qui sauront résister au brouillage, aussi à ceux qui savent faire des essaims de drones, donc faire des systèmes qui volent ensemble. Donc je crois qu'on est dans une recomposition des cartes tout à fait passionnante. D'où l'importance de l'ingénierie dans tout ça pour accompagner ces entreprises à réfléchir un peu autrement. Exactement. Et ce qu'en dit André est extrêmement important. En fait, aujourd'hui, on doit changer de paradigme.
On a deux éléments structurants qui viennent bouleverser les codes et les usages. La guerre de haute intensité et l'arrivée de la technologie, l'intelligence artificielle, qui vont disrupter une partie des équipements militaires de demain. Ouais. Ces deux éléments doivent permettre à l'Europe, aux grands industriels européens, de se dire qu'on va devoir, pas opposer les modèles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les Français et les Anglais et les Italiens ont fait des armes qui sont de supériorité mondiale, qui sont différenciantes. Mais elles sont très très chères, très très longues à développer. Et on voit bien qu'il va falloir qu'on trouve une deuxième jambe qui va permettre de faire du matériel beaucoup plus rapidement, beaucoup plus proactif selon les besoins, et ça à haute cadence. Et pour ça, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des tissus industriels en Europe, basés sur des industriels qui viennent de l'automobile ou de la grande série, qui sont capables de faire bénéficier aux industriels. Donc en fin de compte, on peut avoir, je pense, de l'armement smart cost et avec de la volumétrie pour pouvoir faire de la guerre à très haute intensité, au très haut volume, en incubant ça avec de la technologie et de l'industrie très hautement capacitaire. Et puis en même temps, ça veut dire, je pose la question à tous les deux, qu'on résout aussi notre équation compliquée, c'est celle des talents, c'est d'avoir des gens à chercher à tout prix le spécialiste armement de défense, voilà, qui a peut-être grâce à l'IA, parce qu'on va avoir accès à des outils un peu plus globaux, mais l'apprentissage va être plus rapide. Enfin, ça aussi, ça peut être quelque chose. Je sais pas, Benoît, déjà, je pense André, qu'il y a un mot qu'il faudrait bannir, qu'on entend beaucoup trop souvent, c'est le sujet dual. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que tout est dual, c'est-à-dire tout est à la fois civil et militaire. On l'a bien vu pendant le Covid. Les vaccins, les masques ont été utilisés comme des armes, les médicaments aussi. Maintenant, tout ce qui est IA, les briques technologiques sur l'IA, les nouveaux matériaux. Il y a en ce moment quelque chose dont on parle pas assez, mais c'est un vrai danger pour l'industrie européenne, automobile, mais aussi de défense. C'est comment la Chine utilise comme une arme les terres rares et notamment les aimants permanents. Sans aimants permanents, pas d'éoliennes offshore, pas de système de guidage de missiles, pas de petites vitres qui montent et qui descendent dans votre voiture. Enfin, des sujets qui vont mettre à genoux notre industrie automobile. Et donc, ces sujets, aujourd'hui, sont utilisés comme des armes. Donc, première chose. Et deuxième chose, sur les talents, la vitesse compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour attirer les meilleurs dans l'IA, dans la cyber, dans le quantique, comme la concurrence est mondiale et que à nouveau nos grands amis, entre guillemets, les géants de la tech américaine, recrutent ces gens à tour de bras, numéro un, il faut arrêter d'être naïf. Donc il faut arrêter que les ministres ouvrent les bureaux parisiens des géants de la tech, parce qu'aujourd'hui, c'est des bureaux de recrutement de nos meilleurs, de Polytechnique, de Normal, des grandes facs. Ça, c'est la naïveté. Je pense que ça, là, il faut qu'on arrête. Et deuxième chose, il faut accélérer les cycles. On ne peut plus avoir 6 mois. Par exemple, au ministère des Armées, je crois qu'il y a une vraie réforme en cours. C'est comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite dans le recrutement des bons, parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à attirer les meilleurs. Parce qu'en plus, ils veulent venir. Le sens de la mission aujourd'hui dans la défense est tout à fait intéressant et attractif. C'était Jensen Huang. Je vous recommande d'ailleurs l'interview de Jensen Huang, interview exceptionnelle au micro de François Sorel dans Tech & Co, qui disait, vous pouvez la retrouver en replay, bien entendu, qui disait il faut payer plus vos ingénieurs aussi. C'est ce qui... Benoît. Oui, moi je pense qu'il y a un sujet qui peut permettre de déverrouiller beaucoup de choses. C'est si on arrive à monter une sorte de direction générale de l'armement bis, sans faire d'opposition, mais qui va avoir un rôle... Ça ne va pas faire plaisir au directeur général de l'armement actuel, ça. Non, mais c'est pour ça que je dis sans faire d'opposition. Et encore une fois, ça n'a rien de politique comme idée. Fondamentalement, l'objectif, c'est de se dire comment arriver à avoir un mindset où on utilise des industriels qui n'ont pas l'ADN des grandes sociétés d'armement, parce qu'on est dans une recherche de capacité industrielle à l'échelle, typiquement Renault. Associé à des entrepreneurs plutôt issus de la tech. On a vu le succès des drones turcs. Oui. On a vu aujourd'hui le succès d'un certain nombre d'armements en Ukraine. C'est des jeunes qui développent rapidement, avec moins de contraintes, parce qu'on n'est pas en train de faire le remplaçant du Rafale, ou le remplaçant du Scalp, ou le remplaçant du Barracuda. On va faire des armements qui vont être produits de manière beaucoup plus volumétrique, qui ne seront pas forcément décisifs, parce que forcément,
qui devront être supérieurs à tout ce qui se fait dans le monde. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est faire quelque chose d'efficace, rapidement produit, à un coût compétitif, à haut volume. Et ça, c'est un mindset différent. Oui, c'est un mindset différent. C'est comme c'est la haute couture. Aujourd'hui, on sait faire de la haute couture. On fait de la haute couture. Il faut lancer une branche prête à porter. C'est ce que dit. Il y a un baromètre, une étude qui sortira sur du Jedi bientôt. Oui, alors nous, on finance des programmes de recherche avancés, mais effectivement, on est de plus en plus sollicité sur ces sujets-là, et notamment sur l'aspect manufacturing. Donc, on va effectivement sortir quelques recommandations pour comment est-ce qu'en fait on transforme cette industrie de défense dans une industrie qui va pouvoir s'adapter à des cycles et à des menaces qui en fait sont toujours changeantes. Et je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, le retour d'expérience, comme on dit le rétex d'Ukraine, ça serait de dire bon, faut investir massivement dans les petits drones, etc. On a vu que ça a été également utilisé par les Israéliens en Iran pour supprimer certaines batteries solaires. Il faut qu'on pense toujours à l'aspect prospectif technologique est absolument essentiel, parce que la guerre de demain sera toujours différente de celle d'hier. Donc comment est-ce qu'on se projette? Je donne un exemple qui est caractéristique, c'est tout ce qui est l'aspect sous-sol. Aujourd'hui, que ce soit à Gaza, que ce soit le nouveau centre de commandement chinois qui apparemment est enterré à une centaine de kilomètres de Pékin, c'est encore une frontière où aujourd'hui on ne voit rien. Parce qu'aujourd'hui tout est visible par les satellites, tout ce qui est sur le sol. Donc ça, c'est typiquement un exemple qu'il faut absolument investir pour être sûr de ne pas être surpris et que nos adversaires ne soient pas en train de développer des capacités qu'on ne voit pas. Les Iraniens montrent bien qu'une de leurs centrales enfouies, Fordo, est enfouie à plus de 80 mètres sous le sol, et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. En fait, Benoît, et pour conclure, quand je vous entends parler tous les deux, je me dis c'est un peu comme dans le monde de tous les jours. Il faut écouter ses clients, quoi. Et puis il faut s'adapter à ce que. Alors ses clients, là, c'est l'armée, enfin c'est ce qui se passe sur les terrains militaires, mais c'est ça. Tu as raison, faut écouter ses clients, et ses clients sont multiples. Aujourd'hui, une grande partie, de nos grands primes, comme le dit André, ils sont alimentés par la commande publique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi en Europe devant une opportunité, c'est que la réforme de cette industrie de défense peut être hautement exportatrice. Et on sait bien que dans le monde dans lequel on vit, c'est aussi à travers ces exportations qu'on fait ce qu'on appelle du soft power et qu'on développe des amitiés et on développe des alliances. Donc moi je pense qu'il y a aujourd'hui tous les talents et toutes les briques sont possibles en Europe. On a des grands primes, on a des grands ingénieurs, on a des gouvernements qui sont conscients qu'il faut bouger, on a de la technologie. Maintenant, il faut se mettre en task force pour qu'on arrive à tirer les forces des uns et des autres. Et quand je vois effectivement que certains primes se rapprochent de grands constructeurs automobiles ou de start-up, ça va dans la bonne direction. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accélérer parce qu'on n'a pas le temps. Eh bien voilà, c'est ce qu'on voulait dire dans ce débat avec tous les deux, Benoît Rani, président de TNP, André Lescup-Pietri, président et directeur scientifique de Jedi. Merci encore infiniment à tous les deux d'être venus dans le cadre de Salon. Merci. Allez, tout de suite, notre dernier invité, on va parler d'ingénierie et d'intelligence artificielle. C'est tout de suite sur BFM Business.